Je vous l'avais annoncé, c'est votre rendez-vous hebdomadaire incontournable, les dessous des cartes. Jean-Marie Kassamba est là. Cette fois, on va parler essentiellement de la politique interne en France, ces élections législatives, le second tour qui a donné favori, plutôt on va dire le NFP, cet nouveau Front populaire qui a été créé pour faire barrage au RN, à l'extrême droite. Jean-Marie Kassamba, bonjour, bienvenue à vous. Merci. C'était attendu par des Congolais, mais également des Africains, parce que Dessous des cartes est suivi partout dans le monde, suivi même, on va dire, en Occident, à l'Hexagone. Vous êtes parmi les intervenants dans les émissions panafricaines, européennes aussi. Vous décryptez l'actualité panafricaine, Jean-Marie Kassamba. Absolument. J'aimerais d'abord saluer mon ami Alain Foka, Oui. avec lequel j'ai échangé ce matin à propos du lancement de la première chaîne panafricaine, sous laquelle on va beaucoup travailler pour l'alternative à ce qu'on peut appeler les médias mondes, qui aujourd'hui donnent une ligne éditoriale propre à eux. Donc, ça sera l'événement ici à Kinshasa, avec une quinzaine d'artistes qui viendront de pays différents. Ensuite, avec un guest, Fally Ipupa, qui est... Oui, Fally Ipupa. Il y aura des artistes qui viennent des Antilles, de pays africains, du Maghreb, etc. Avec Alain Foka, qui aujourd'hui, je pense, dans ses leaderships en termes de nouveaux médias. Peut-être pour Alain, sur encore une question rapidement. Pourquoi il choisit Kinshasa pour lancer ça? Parce que le Kinshasa, c'est l'épicentre. Kinshasa, c'est, comme disait Frank Fanon, c'est à partir d'ici où partirait le développement de ce continent. C'est ici où il y a eu Lumumba, c'est ici où il y a eu Malula, c'est ici où il y a eu Kimbangu, c'est ici, effectivement, où il y a eu la bombe atomique d'Hiroshima. Les matières premières, l'uranium, est parti d'ici. C'est ici où il y a tous les enjeux en ce moment. Donc, si on lance une dynamique à partir de Kinshasa, ça a des étincelles à travers l'Afrique et aussi, ça va donner l'écho à travers le monde. Donc, Alain Foka sera avec nous en septembre, début septembre. On est en train justement de faire ce travail pour qu'on donne une autre son des cloches à ce qu'on peut appeler la voix unique, hein, qui essaie d'arroser le monde entier, notamment l'Afrique principalement. Alors, les dessous des cartes aujourd'hui, on va principalement parler de l'actualité française, comme vous le savez. En lingala, on dit malobalanganganga. À chaque fois, je vous ai toujours dit que les choses risquent de se passer plutôt de cette façon-là. Et souvent, je suis rejoint par l'histoire. Aujourd'hui, Macron a échoué. Pourquoi Macron a échoué? Il a tenté les jackpots en voulant dissoudre l'Assemblée, comme l'avait fait Jacques Chirac à son temps, mais Chirac n'avait pas échoué. Comme l'avait fait François Mitterrand, mais François Mitterrand n'avait pas échoué. La difficulté avec Macron, c'est que Macron lui-même est arrivé au pouvoir dans une espèce d'incertitude entre la gauche et la droite. Il était ministre de la gauche, de François Hollande, et il pensait faire la politique de gauche, mais il a débauché à droite, il a créé ce qu'on a appelé l'ensemble, et il n'a pas du tout dirigé, ni à droite, ni à gauche. Il a fait 2 mandats, là il a fait le premier, il est en train de terminer le deuxième, sans pour autant créer ce qu'on pouvait appeler à son arrivée un Big Bang et une reconstitution de la nouvelle classe politique française. On est revenu à la case départ de la France de gauche, de la France de droite, du centre et des extrêmes. Extrême gauche et extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Macron ayant échoué aux élections européennes, il avait déjà des difficultés à gouverner parce qu'il n'a pas de majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. La plupart de ses premiers ministres ont fait passer des textes au niveau de l'Assemblée nationale avec ce qu'on appelle là-bas les 49.3. Les 49.3. Les 49.3, ça veut dire que c'est un article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire passer des textes au niveau de l'Assemblée nationale sans le vote. Isabelle Borne est passée par là, même celui qui était là avant est passé par là. Et donc il a dit, comme j'ai échoué aux élections européennes, comme il me reste 2 ans
à peu près de mandats, je bouscule un peu tout ceci, et je peux avoir une majorité relative, une majorité même absolue pour refaire la nouvelle classe politique française et peut-être partir pour avoir un dauphin, parce qu'il n'a pas le droit d'avoir un troisième mandat, qui pourra pérenniser l'ensemble. Mais ça n'a pas marché. Et je vous avais dit aussi ici que la France est un pays des Juifs, judéo-chrétiens. Et les Juifs sont dominants en France. Les médias sont gérés par les Juifs. La justice, c'est-à-dire les avocats, ce sont les Juifs. Les médecins, c'est les Juifs. Les banquiers, c'est les Juifs. Il y a un lobby juif très puissant en France. Or, Marine Le Pen, c'est la fille de son père, Jean-Marie Le Pen, du Front National. Antisémite. Oui, qui disait que les génocides, la Shoah, était un détail de l'histoire. Qui parlait d'Irafour Crématoire à l'époque. Irafour, c'était un ministre français, mais qui était juif. Il parlait d'Irafour, qui faisait référence au crématoire, c'est-à-dire là où on brûlait les juifs, dans les fours là-bas en Allemagne. Et donc, même si Marine Le Pen a essayé de blanchir, d'arrondir les angles, de parler à peu près d'une manière un peu plus correcte, comme en 2002, face à Jacques Chirac, qui avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen, la France ne pouvait pas avoir un Premier ministre d'extrême droite parce qu'il y a ces lobbies. Et il y a des associations juives, pro-palestiniennes, des associations de gauche qui sont très puissantes. J'ai envie de vous demander, Jean-Marie Kassamba, le RN, l'extrême droite, a obtenu des scores quand même inédits. Pour Marine Le Pen, c'est une victoire en différé. Donc prochainement, peut-être qu'ils vont encore avancer. En fait, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est « fais-moi peur, je vous fais peur ». Souvent, en Occident, il y a souvent ce qu'on appelle les rapports de force, un peu entre l'URSS, aujourd'hui la Russie, et l'OTAN. Je te fais peur, je me fais peur. Mais en réalité, on sait seulement, in fine, qu'est-ce qu'on va faire? In fine, c'est empêcher tout simplement que Marine Le Pen ne soit pas en position de gouverner. On va la laisser avoir des députés pour faire des débats au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Union européenne, parce que dans beaucoup de pays d'Europe, effectivement, il y a l'extrême droite, certains pays, l'Italie, la Hongrie, un peu partout, oui, mais la France, c'est la France. En langage clair, ça va être quoi? Les fonds populaires, c'est ce que François Mitterrand avait fait à son temps, lorsque De Gaulle était toute puissante. Quand De Gaulle était considéré comme un dictateur, etc., François Mitterrand a rassemblé la gauche. Et la gauche, c'était quoi? Les socialistes, les communistes, tout ce qui était un peu des gauches en général, la grande gauche. Aujourd'hui, on a rajouté les écologistes. Pourquoi? Pour équilibrer les forces. Donc il va y avoir une cohabitation où Macron est faible sur le plan, on va dire, de la majorité, parce qu'il a perdu, où la gauche n'a pas la majorité absolue, mais là une majorité relative, et va pouvoir faire des alliances avec d'autres partis qui vont rejoindre la gauche pour faire maintenant un gouvernement d'équilibre, des cohabitations, on va dire polies. C'est-à-dire? Poli, ça veut dire il n'y aura pas de tiraillement si jamais Marine Le Pen, Bardella, devait être Premier ministre, parce que eux, ils ont un programme politique assez tranché qui allait mettre en danger l'économie française. L'économie française est dominée par quoi? Eh bien, la main-d'œuvre qui vient de l'immigration, des sans-papiers. Et dominée par la coopération avec les pays d'Afrique, la zone CFA par exemple. Et dominée par les travailleurs noirs. Vous savez, les Jeux olympiques sont là.
beaucoup dans les métiers de bâtiment, la restauration, la livraison, les éboueurs par exemple. Il y a souvent que des étrangers qui font ce travail. Et ils sont majoritaires. Or, le discours de Marine Le Pen était que, oui, ces gens-là, il faut les chasser hors de France. C'est impossible parce que la majorité sont français, des nationalités. Et ils ne pouvaient pas avoir la possibilité d'aller changer la loi au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'effectivement, il allait avoir des combats à affronter avec ceux qui étaient et à l'Assemblée nationale et dans la société civile. Donc aujourd'hui, Attal, le petit là, le Premier ministre, va démissionner aujourd'hui ou même demain, ça sera certainement aujourd'hui. Et les gens de gauche, la grande gauche des Fonds populaires, ils vont se réunir maintenant pour désigner, ça ne sera peut-être pas Mélenchon, ça sera un autre, plus équilibré parce que Mélenchon il est assez extrémiste de gauche, ça sera peut-être pas lui qui sera désigné Premier ministre, et Macron sera obligé de les nommer pour gérer le gouvernement français. Et dans tout ça, Macron devrait énormément regretter son acte de dissolution de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on dit très souvent attention aux décisions émotionnelles, épidermiques. J'entends même dans d'autres pays d'Afrique, où les gens disent, même chez nous, on a à un moment donné dit, on va dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut regarder dans la balance. Si je dissous l'Assemblée nationale, qu'est-ce que j'ai comme poids? Est-ce que j'ai l'argent pour organiser les élections? Et ils ont l'administration. C'est vite fait, hein, vous avez vu? Le ministère de l'Intérieur qui fait tout. Ils ont l'administration. Ils ont l'informatique, ils ont les fichiers, ils ont tout. Mais si ça se fait chez nous ici, on n'a pas l'identification, on n'a pas l'informatique, on n'a pas une administration qui tient la route, on n'a pas la structuration. Et ça demande, c'est plus qu'une élection anticipée. Donc ça demande beaucoup d'argent. Presque $1 milliard qu'on ne peut pas mobiliser aussi vite. Et ensuite, il faut regarder les contrôles politiques, c'est-à-dire les sociales par exemple. Si vous ne donnez pas à manger à la population, s'il n'y a pas la sécurité, si les gens ne sont pas contents, il suffit de les consulter, vous allez voir un boomerang. Mobutu l'a essayé. Il a envoyé Mokolo Pombo faire le tour du Zaïre en exactement 1989, 88, 89, quand il sentait qu'à l'Est ça bouillonnait déjà. Et Mokolo Pombo est revenu avec des résultats accablants. Mobutu était vomi sur l'ensemble du territoire. Et c'est là où Mobutu, un peu malin, il a fait du discours de Lancelot, mais il avait surtout convoqué ce qu'il appelait la conférence nationale souveraine. Non, conférence constitutionnelle. Ce n'était pas la conférence nationale. On devait organiser les élections en décembre 90, je pense. Et Mobutu avait convoqué cette conférence, 90 ou 91, convoqué cette conférence, on va dire constitutionnelle, pour permettre à l'Assemblée nationale, aux élus, d'apporter éventuellement des modifications au niveau des textes et permettre l'organisation des élections présidentielles qui avait connu un petit retard. Et c'est au niveau du palais du peuple que ces gens-là se sont autoproclamés souverains. Et Mobutu a tenté d'empêcher que cette conférence ne tienne, la fameuse marche des chrétiens, etc. Il y a eu des massacres. Et ces gens-là se sont assumés, les Mosengo sont entrés en jeu, jusqu'à ce que Mobutu soit parti. Il a fui d'abord Kinshasa pour aller se réfugier à Kawele. Et on connaît la suite. Et donc Macron, il a tenté les va-tout pour dissoudre l'Assemblée, pensant qu'il allait faire comme ce qu'il avait fait avec la marche, hein, avec l'Internet, avec les jeunes, etc. Et les gens ont suivi. Eh bien, ça n'a pas fonctionné parce qu'on est revenu aux fondamentaux en France. La France est endettée, très endettée. Il y a la crise très profonde. Il y a beaucoup de chômage.
Les gens ont vieilli et les gens sont dans l'incertitude. Et donc tout ceci, il n'a pas tenu compte. Comme c'est un banquier, il vit un peu voilà, dans les hautes sphères, etc. Conclusion, ce soir, ou plutôt depuis hier soir, jusqu'à maintenant, ce matin, eh ben, on a refait les calculs. Alors, Jean-Marc Kassamba, il y a un personnage qui s'accroche encore, hein, François Hollande. Oui. Est-ce qu'il a joué, quel rôle a-t-il joué ou quel rôle peut-il jouer dans l'avenir? L'homme qui risque d'être Premier ministre, c'est François Hollande. Okay. Pourquoi? François Hollande, c'est un ancien président de la République. Mais François Hollande, c'est lui qui a fabriqué Macron. Parce que François Hollande avait refusé de se représenter. Il avait la possibilité de faire le deuxième mandat. Il n'avait pas fait. Il n'a fait qu'un seul mandat. Oui. Il avait constaté qu'il n'avait pas eu un bilan conséquent. Il a anticipé. Il a dit non, je ne vais pas me présenter parce que je voulais diminuer le chômage. Le chômage n'a pas diminué. Donc... Mais il avait préparé Macron, qui était son ministre d'économie et finances. Et il a, en quelque sorte, défait le Parti socialiste et il s'est mis en embuscade. Il a regardé la machine avancer, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et aujourd'hui, dans la gauche, voilà, dans la gauche, François Hollande, qui est le faiseur de Macron, il risque de dire à Macron, moi je suis le moindre mal. Ça veut dire quoi? C'est moi qui t'ai fabriqué. Moi, je représente la gauche. La gauche, on va dire, disciplinée, républicaine. Je connais le Front National. Je connais Mélenchon. Parce que Mélenchon, c'était un ancien du Parti Socialiste. Qui était ministre, d'ailleurs, de François Mitterrand. Mélenchon. Et donc, François Hollande va dire à l'ensemble de la gauche, j'ai été président de la République, je suis du Parti Socialiste, j'étais premier secrétaire du Parti Socialiste, je connais les rouages au niveau national et au niveau international, je connais la classe politique, je viens d'avoir la légitimité dans mon... là-bas... dans son fief. Dans son fief à Tulle, parce qu'il est maire de Tulle, dans le même coin que Jacques Chirac, Corrèze. Et donc, lui, il risque d'être le Premier ministre. Et la gauche va dire, bon, faisons confiance à François Hollande. Il va être Premier ministre, il va fédérer tout le monde. La plupart des gens qui sont là, ils ont soit été ses ministres, soit ses collaborateurs, soit ils étaient... Donc, voilà l'homme qui va pouvoir dire, voilà, je suis le Premier ministre de France, mais je partage aussi quelques points de vue avec Macron sur la Russie, sur l'Union européenne, sur l'Afrique, parce que c'est François Hollande qui a envoyé des troupes au Mali, au Burkina, et tout ça. Il est dans la pensée de la France qui régente le monde. Donc, si tout se passe bien, on risque de nommer François Hollande Premier ministre. Et là, on va tomber dans les cas un peu à la russe, Medvedev, Poutine. Alors, j'ai envie de demander encore, comment entrevoyez-vous la prochaine présidentielle? En France? Oui. Je pense que la prochaine présidentielle en 2027, en France, risque d'avoir un président, cette fois-ci, de vraie gauche. Parce que la droite, elle est morte. Elle est morte comment? Quand Sarkozy quitte, il s'est empêtré dans les affaires. Et Sarkozy, au lieu de s'affirmer comme leader de la droite, a donné tous ses militants à Macron. Ça part de Alain Juppé, tout le monde de la droite, de la vraie droite, est parti chez Macron. Et regardez même Éric Ciotti, qui gérait le LR, les Républicains. Il est parti chez Marine Le Pen. Et conclusion, la vraie droite, la vraie droite de Général de Gaulle, de Jacques Chirac, de Georges Pompidou, c'est fini ça. La gauche est en train de revenir. La gauche qui avait perdu quasiment tout depuis la défaite de Hollande,
s'est reconstitué avec les Verts, avec l'extrême gauche, et les filles avec les France Insoumises. Tous ces gens-là sont en train de se reconstituer, même si c'est des puzzles comme ça, chacun avec sa philosophie, mais ils vont se reconstituer, construire ce qu'on appelle une espèce de plateforme lourde, mais des gauches, qui vont pouvoir retrouver la route de l'Élysée. Alors, question en rapport avec les Africains. Qu'est-ce que ça devrait inspirer aux Africains, ces rebondissements en France, et aussi la Confédération des États du Sahel créée le week-end dernier par le Burkina Faso, le Mali et le Niger? Est-ce la renaissance du panafricanisme, le vrai? Évidemment, les choses ont complètement changé. On ne se rend même pas compte. Moi, je fais une émission avec Patrick Mouya ici, ministre et porte-parole du gouvernement. Je lui ai posé la question, quand est-ce que la RDC va rejoindre le BRICS et avoir des relations plus directes avec la Russie? Il avait dit, bon, on a des relations diplomatiques, mais on ne doit pas précipiter les choses, etc. Les trois pays, le Burkina, le Niger, le Mali, sont aujourd'hui en pole position dans ce qu'on peut appeler la renaissance africaine. Une prise de conscience que l'Afrique a été spoliée, détruite, exploitée depuis des siècles, et qu'il est temps, comme font les Asiatiques, comme font les Arabes, comme font certains pays d'Amérique du Sud, comme le Venezuela, etc., d'ouvrir les yeux. Et voilà, comme on dit, l'armée ne réfléchit pas. Mais comme Kadhafi, ce sont les trois militaires qui sont en train de donner un autre visage au continent africain. Ils se sont d'abord révoltés par rapport à quoi? Par rapport aux tueries chez eux. Comme il y a des tueries chez nous, à l'Est, on n'explique pas. Sous tes à Beni, à Butembo, à Ituri. Le matin, on se réveille, on a tué des gens. Le matin, on se réveille, on a tué des gens. Les militaires vont en patrouille, embuscade. Et c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est ce qui s'est passé au Mali. C'est ce qui s'est passé au Niger. Et ils découvrent que ces tueries sont orchestrées, planifiées par des gens qui ont les satellites, qui ont l'information, qui fournissent même des armes. Un peu comme la guerre qui s'est passée au Biafra, vous savez, au Nigeria. À peu près la même chose. Ils ont dit non, stop, on doit s'arrêter là. Et c'est pour cela que ça a commencé avec le Mali. Aujourd'hui, le Mali est doté d'une armée forte, très équipée, avec le contrôle, on va dire, du satellite. Parce que si vous contrôlez le ciel, ben vous contrôlez ce qui se passe et vous pouvez gagner les guerres. Les Maliens, c'est fini, les tueries qui étaient en série au Mali. Ils ont même récupéré le nord qui était aux mains des terroristes. La même chose au Burkina. Si vous voyez l'armée du Burkina Faso maintenant, ça n'a rien à voir avec l'armée du Burkina. Il y avait à peine 2 ans avant que Traoré arrive au pouvoir. Les Niger les a rejoints, il y a quoi? L'année passée, le Niger vient de récupérer son uranium. Le Niger vient d'équiper son armée. Les Niger, ils ont marché dans Niamey là, à pied, comme faisait un peu le JKK ici. 10 km à pied. Et aujourd'hui, ils vont créer une zone sous-régionale, libre circulation des personnes et des biens. Ils vont faire leur commerce à la grande dame de la CEDEAO, qui est phagocytée alors jusqu'à la moelle épinière par l'Union européenne et notamment l'Occident. En commençant par la Côte d'Ivoire, le Nigeria, peut-être pas le Sénégal, parce que le Sénégal, avec l'arrivée de ces jeunes-là, Sonko et l'autre, ils sont en train d'avoir un autre discours, une autre démarche, etc., etc. Et donc, que ça ne vous étonne pas, que dans le mois à venir, vous allez entendre d'autres pays rejoindre les trois. Ah bon? Oui, parce que... Certains disent que c'est étouffable, cette oui, c'est parce que cette les jeunes gens sont maintenant sur Internet. Ils voient ce qui se passe, ils comprennent, ils font des analyses. Ce qu'ils sont en train de vous faire ici, les gens comprennent les enjeux.
Chez nous, ici à l'Est, pourquoi on continue à tuer les gens? Il n'y a pas la guerre classique. Ce sont des multinationales qui ont de carrés miniers, qui ont des mines, qui utilisent des groupes armés pour sécuriser ces mines et qui installent un climat d'insécurité pour qu'on puisse exploiter ces mines, évacuer ces minerais. Si c'était une guerre de conquête, ça veut dire on veut prendre du territoire et le gouverner, Goma serait tombé depuis. Kisangani serait tombé depuis. Mais les gens ont ce qu'on appelle la partie utile. Eh bien, aussi longtemps qu'ils ont la partie utile, ils peuvent exploiter la partie utile. Et tous les gouvernants ne peuvent pas avoir le discours clair, expliqué tel que c'est, parce que ça fait mal. Mais il y a des gens qui sont à Kinshasa ici, qui ont des groupes armés là-bas. Mbosso l'avait dit en pleine plénière. Il n'a jamais donné des noms, hein. Voilà. Oui, mais c'est ça là où ça cale. Ils connaissent. On voit les gens qui sont ici à Kinshasa, qui construisent des villas, qui construisent des immeubles, qui font des... Et posez-vous la question, ça sort d'où? Allez à Goma, allez à Beni, allez à Nitouri, on construit partout. D'où vient cet argent? Allez dans les banques à Dubaï, allez en Ouganda, en Tanzanie, partout. Vous allez voir des comptes de tous ces gens de cette zone-là. C'est ça les non-dits de cette guerre. Les jours où on va installer dans cette partie de la République des vraies bases militaires, je dis bien de vraies bases militaires, avec le contrôle du ciel et calfeutrer nos frontières, ça va s'arrêter. Mais il y a des gens qui vont tout faire pour que ça ne s'arrête pas. Regardez la décision des Américains, c'est que vous avez appelé... La trêve humanitaire, oui, c'est entré en vigueur jusqu'au 19 juillet. Comment l'avez-vous accueilli? C'est d'une part pour permettre aux uns aux autres de se réorganiser, parfois même d'infiltrer, parfois même, de recontrôler les secteurs. Nous, on doit avoir une force de projection de nos forces. Qu'est-ce que ça veut dire? Une vraie base à Kisangani. Une vraie base au sud Kivu. On n'aura pas à déporter nos troupes depuis Kindu, depuis Kinshasa, faire des rotations de 3 heures avec 200 ou 300 militaires. Ça ne sera pas suffisant. Et en face, ils sont au courant de ça. Parce qu'eux, ils peuvent traverser 2 heures, 3 heures, le Rwanda approvisionne, l'Ouganda approvisionne. Et nous, on est obligé de nous propulser très loin avec tout ce qu'il y a comme contrainte en carburant, en équipement. Les chars, on n'a pas des Ilyushin immenses pour transporter nos chars, etc. Il n'y a pas de bateaux qui arrivent jusque là-bas. Il n'y a pas de routes. Vous voyez? En Ukraine, ça avance vite parce qu'il y a des routes. Donc, stratégiquement, nous qui avons fait le geste, nous savons qu'on nous fait une guerre d'usure, d'exploitation, parce qu'ils savent qu'à Kinshasa, on ne peut pas se propulser d'une manière, alors, comme à la manière des Russes, efficace pour indiquer tout ceci. Et l'ONU y était complice de tout ça. L'ONU a été chassée de l'Angola, vous vous rappelez? La guerre s'est terminée. Il y avait un Malien qui gérait cette affaire de l'ONU en Angola. L'ONU a été chassée, je pense, d'un autre pays africain. Ça s'est arrêté. Là où reste l'ONU le plus longtemps possible, comme entre le Liban et Israël, la guerre ne s'arrête jamais. Voilà. Peut-être pour terminer, Jean-Marie Kassama, toujours au sujet de cette trêve humanitaire, il reste encore... C'est un dilatoire. Un dilatoire, en faveur de qui, en fait accessoirement en notre faveur, parce qu'il y a nos compatriotes, n'est-ce pas, qui errent encore là-bas, en brousse. Il faut qu'on permette aux ONG d'intervenir pour les soulager. Mais ça, ce n'est que secourir ponctuellement, parce que quand les autorités vont reprendre, ils vont encore repartir en brousse. Mais
regardez à chaque fois quand la RDC est en capacité d'avancer, soit on nous empêche d'acheter des armes, soit on dit que on fait appel aux groupes armés, on ne respecte plus les lois de la guerre, il y a des génocides anti-Tutsi en perspective, la réponse n'est pas militaire, il faut dialoguer, etc. Et dans les cas d'espèce, on dit non, stoppez. Mais pendant qu'on stoppe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se organise? Parce qu'en général, nous étions en train de respecter les cessez-le-feu, vous vous rappelez? Oui. Mais pendant qu'on disait on respectait les cessez-le-feu, est-ce qu'en face on respectait? Non. Il y a beaucoup de villes qui sont tombées. Et ça continue de tomber. Ah, merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. C'était une dernière photo de cette rencontre de Zanzibar, la RDC, qui a participé à la retraite qu'on a appelée retraite ministérielle, oui. de l'EAC. Ça a beaucoup choqué l'opinion, parce que c'était pas... Qu'est-ce qu'on voit ici à Zanzibar? On voit ici, c'est les parties prenantes, il y a notamment la vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, James Kabarebe du Rwanda, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et quelques représentants de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, du Soudan du Sud. On parle RDC comme ça, dans un cadre, on va dire, un peu informel, mais écoutez, décisif. Oui. Le travail des diplomates, c'est d'avoir aussi des contacts un peu informels comme ça. Ah, ok. Entre la Russie et l'OTAN, il y a des rencontres comme ça. Oui. C'est ça les propres des diplomates. Okay. Pendant qu'il y a la guerre, et ils se rencontrent. Comment s'engager, comment préparer l'avenir. Oui, les Palestiniens et les Israéliens, ils se rencontrent comme ça. Donc ça ne doit pas choquer. Okay. Bien au contraire, ça devrait être amplifié, ensourdiné. On appelle ça diplomatie des couloirs, des lobbying. Et vous pouvez utiliser ces genres de rencontres, exploiter votre presse d'influence. Ce qui n'a pas été fait. Mais il faut le faire. On ne le dira jamais assez, monsieur. On ne le dira jamais assez. Ce n'est pas honteux de faire ça. Mais il faut le faire avec de l'organisation. Il faut appuyer ça par la société civile. Pour que pendant qu'ils se voient comme ça, on sent qu'il y a le peuple qui est derrière. À Ibiza, et l'opposition et le pouvoir d'alors se rencontraient. À Lusaka, ils se rencontraient. À Madagascar, à l'époque, les gens se rencontraient. Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il était dans les maquis, Mobutu envoyait Léonore Ngwanda le rencontrer. Donc, ça ne doit pas choquer. Bien au contraire, ça doit être géré avec beaucoup d'efficacité, parfois discrètement, mais surtout, regarder de quelle manière amplifier pour que nos intérêts soient bien défendus. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, pour toutes ces analyses. Voilà, c'est par ici que prend fin cette belle et longue matinale qui se termine très bien par les dessous des cartes que vous attendez chaque semaine. En tout cas, je vous dis au revoir. Très bonne suite de programme sur Télé 50. Les journaux, c'est dans quelques heures, dans une heure, on va dire, avec Christopher Ochokou. J'ai un souhait d'anniversaire de la part d'un technicien ici. Je n'aimerais pas oublier de dire. Joyeux anniversaire à Mimi Mpoutou, la femme forte de la planète. Voilà, ça, ce sont les mots. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne journée.